C'était à l'aube d'un petit matin d'été. Dans une jolie ferme plantée sur la colline, les animaux dormaient encore. Mais bientôt, le coq chanta. C'était le signal du réveil pour tout le monde. « Allez, allez, debout, disait-il. Il n'y a pas de raison que je sois le seul réveillé dans cette basse-cour. Allez, réveillez-vous, debout. » À cette heure-là, les enfants des villes sont encore bien au chaud dans leur lit et bien loin de se lever. Petit à petit, chacun, à son rythme, se mit en route pour vivre une nouvelle et merveilleuse journée d'été à la ferme. Maintenant, tous les animaux de la ferme sont en train de se réveiller. Il y a d'abord Tapi, le petit chat, et puis Frisquette, la jolie petite chienne de François. Julius, le cheval, qui pousse son premier hennissement de la matinée, en chassant quelques mouches. Hector, c'est le pigeon, c'est le papa. Oh, regardez comme il est fier. Et puis il y a Cadichon, le petit âne, qui est là avec sa maman et qui fait ses premiers pas. Morissette, la vieille poule. Oh, celle-là, elle n'aime pas qu'on la réveille. Elle est un peu râleuse. César, le coq, pousse un troisième cri pour faire sortir les derniers paresseux. Alors les pintades, obéissantes, quittent leur perchoir, tandis que dans l'herbe humide du petit matin, un jeune lapin cherche déjà les brins de serpolet de son petit déjeuner. Madame Loi, le cou fièrement dressé et le ventre toujours plein de nourriture traînant par terre, va provoquer la première dispute de la journée. Quel vilain caractère! Ah, celle-ci n'est pas tout à fait une habitante de la ferme. C'est la grenouille de la mare, toute proche. Souhaitons-lui quand même une bonne journée. Avec les premiers bains et les premières toilettes, la journée commence pour tous les animaux de la ferme. L'été est bien sûr la saison où les jours sont les plus longs de l'année. Et les fermiers ont beaucoup de travail pour s'occuper des bêtes et de leur nourriture. Aussi, le petit déjeuner à peine avalé, sans perdre une minute de ce précieux temps, il faut aller traire les vaches. Comme à l'habitude, elles attendaient là, ces élégantes rousses et blanches, que l'on vienne tirer le lait de leur tétine. Fleurette, Marguerite, Pervenche, Coquette et les autres avaient toutes eu déjà 2 ou 3 petits veaux chacune. Et depuis, elles avaient toujours donné beaucoup de lait aux fermiers. Prenez Marguerite, par exemple. Elle peut donner jusqu'à 4000 litres de lait par an. Vous vous rendez compte? De quoi remplir 40 baignoires. Enfin, ce n'est pas pour prendre des bains que les fermiers gardent le lait, mais pour faire du beurre. Le fermier réservait toujours un peu de lait pour les veaux déjà grands et qui mangeaient du foin depuis plusieurs semaines. Alors, c'était à qui on aurait le plus. Et même quand il n'y avait plus de lait, il cherchait à récupérer des restes sur la bouche du voisin. Cela donnait lieu à de très gros bisous bien mouillés. Ah, j'allais oublier de vous parler de cette machine qui ressemble à une grosse bouilloire. C'est la treilleuse électrique. Vous vous en doutiez, bien sûr. C'est beaucoup plus pratique pour traire les vaches aujourd'hui. Il faut vous dire qu'il n'y a pas si longtemps, les fermiers treillaient encore à la main. Pas confortable du tout. Et surtout, on risquait de prendre de grands coups de queue dans la figure. Voilà. La traite était terminée et ces dames allaient maintenant rejoindre les prés pour y rester toute la journée. Ah, ce cher petit François. François est le fils des fermiers et il ne manquait pas une occasion de se rendre utile pendant les vacances et en dehors des heures de classe. Ce matin-là, pour aider sa mère, il était allé remplir de grains le seau de nourriture destiné au petit déjeuner de la basse-cour. Car l'heure du casse-croûte allait bientôt sonner. Et alors ça, mes enfants, c'était quelque chose.
Hein, quoi? Qu'ai-je bien entendu? Ah, ça sent le petit déjeuner, ça. Enfin, mais c'est pas trop tôt. Ouais, j'ai compris, j'arrive. Bon, eh bien, mes enfants, il n'y a plus un instant à perdre. Le signal était donné, sa lettre, la rue est générale, c'est parti! Et pas question d'être en retard, les premiers arrivés seront les mieux servis. Allez, allez, dégagez, dégagez, laissez-moi de la place. Place, s'il vous plaît, écartez-vous, allons, 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 écartez-vous. Moi d'abord. Écartez-vous, écartez-vous, je vous dis vite, les patates en priorité. Comment ça, les patates en priorité? Parfaitement, les patates en priorité. Mais il n'en est pas question, dites donc. Poussez-vous de là, attention, à moi le gras, à moi le gras. Ah, attention, en dessous. J'arriverai la première, je dis, j'arriverai la première. Poussez-vous, mais enfin, poussez-vous, ça va faire mal. Ah, ah, ça y est, allez, tout le monde à table. Et bien que la fermière veillât avec beaucoup d'attention à donner suffisamment de grains de blé pour que tout le monde ait à manger, c'était toujours la bagarre pour passer à table. Les oies, qui étaient avantagés par leur grande taille, en profitaient évidemment pour en redemander encore. Et, oh, la frisquette semblait avoir une drôle d'idée derrière la tête. Non mais dis donc, frisquette, tu veux que je t'aide, moi? Hein? Bon. Eh bien, il faut peut-être mieux se faire oublier pour le moment. Voilà donc dans quelle pagaille se déroulait le premier repas de la journée. Mais, comme ces jeunes canards, certains avaient malgré tout la chance de pouvoir déjeuner en petits groupes à l'abri de la bagarre générale. Et donc, plus au calme, enfin presque, car mesdames les poules, fortes de leur taille, ne se gênaient pas pour les chasser et prendre leur place. Ainsi, les plus tranquilles étaient bien ceux qui choisissaient de manger seuls. Mais on devait alors se contenter d'un ver de terre, pas toujours très appétissant. Hein? Un ver de terre. Eh oui. Ou alors peut-être un vieil os laissé par les chiens. Mais là encore, il fallait se disputer pour le garder bien à soi, tout seul. Eh oh là, non mais, tu me laisses mon os, oui? Tu me laisses ça? Non mais c'est qu'elle a l'air venir, cette voleuse. Allez, Yvan, il est pour moi tout seul. Il n'y avait pas à dire, les repas les plus agréables étaient quand même bien ceux qu'on prenait en famille. Il faut vous dire que pour la tranquillité de cette petite famille de poussins, les fermiers avaient réservé pour eux une petite cabane où ils pouvaient manger avec leur mère poule sans être embêtés par les autres animaux un peu dingos. Ouh, 8h30 déjà. Il était grand temps de faire sortir les chèvres pour la traite du matin. Allez, tout le monde dehors. Et mes petits amis, je peux vous assurer que toutes les chèvres et leurs chevreaux réunis dans la cour de la ferme, cela faisait un certain remue-ménage. Oh, remarquez bien que les mères étaient plutôt sages. Elles savaient qu'elles avaient tout à gagner à se laisser faire docilement. Frimousse, une biquette de 3 ans, faisait chaque matin un bisou à la fermière. Et pendant que les mères donnaient leur lait sur le tas de sable, les petits s'apprêtaient à jouer à leur jeu favori. Regardez-les jouer, ces petits bébés chèvres, sautant, faisant les fous, se mordillant les lèvres, allant en haut, en bas, donnant des coups de pied. On dirait des jouets, tous ces charmants bébés. Regardez-les, heureux,
bondissants, joyeux, libres, qui se moquent du temps dans l'air léger qui vibre. Regardez-les courir sous l'œil de leur maman, qui semble indiquer les moindres mouvements. Regardez-les bondir, qu'ils sont doux, qu'ils sont tendres. On aimerait sauter dans l'image et les prendre, leur faire des bisous, leur offrir des câlins, et les garder pour soi, pour s'en faire des copains. Mais j'en ai assez dit et je vais m'arrêter, car c'est l'heure maintenant de la pause tétée. Parfois, il y a des mères qui ne veulent pas donner leur pie à téter à leurs petits. Alors, il faut leur offrir du lait dans un seau. Ils ont faim quand même, ça je vous jure. Cela faisait un peu plus de travail, mais l'appétit était excellent. Oh, il n'y a pas de mais, c'est fini, voilà. La traite terminée, le lait partait vers la fromagerie. Et c'était François qui se chargeait très souvent d'emmener les chèvres vers les prés avec la poigne d'un vrai chef. Pas très disciplinées, les chèvres, d'ailleurs. Hé, oh là, doucement, doucement, allons, allons. Ah là là, quel paquet de nerfs ce Julius quand même. C'est parce que Julius n'est pas vraiment un cheval de trait. C'est un étalon de 2 ans plein de fougue et il s'énerve pour un oui ou pour un non. Toutes les occasions sont bonnes pour montrer son mauvais caractère. C'est quand même quelque chose, ça. Il y a encore des fermiers, en montagne par exemple, qui ont des gros chevaux de trait comme cette mère et son poulain pour labourer la terre. Mais c'est rare. Le grand-père de François avait acheté Julius parce qu'il aime les bêtes, et surtout les chevaux. Bon, on était à peine arrivé au pré qu'il allait recommencer à faire le zouave. Tenez, qu'est-ce que je vous disais? Le chapeau de la fermière qui s'envole, et le voilà qui s'excite encore. Ah, franchement, quel gamin. Bref, dans la cour de la ferme, chacun allait à son travail. Et pour le petit François, l'une des choses qu'il adorait faire, c'était de trouver les œufs que certaines poules avaient pondus hors du poulailler. Alors, il fallait fouiller partout, et souvent dans les bottes de paille. Parce que si on ne les surveille pas, ces poules, elles font n'importe quoi. Et les œufs sont perdus pour tout le monde. Prenez celle-ci, par exemple. Il serait bien étonnant qu'elle n'ait pas pondu dans le coin. Ah, tu peux bien te sauver maintenant, va. Et voilà, 3 beaux œufs tout chauds. Comme d'habitude, les poules étaient restées dehors. C'était le bon moment pour jeter un petit coup d'œil dans ce poulailler. Doucement. Chut. Quelle chance! Une poule couvait ses œufs. C'était la Brunette, une des meilleures pondeuses de la basse-cour. Savez-vous qu'une poule doit couver ses œufs pendant 21 jours pour que les poussins se fabriquent à l'intérieur? Mais c'était l'heure, comme chaque jour, où Brunette allait sortir pour manger un peu. Ah oui, bien sûr, elle pouvait laisser ses œufs sans chauffage, si l'on peut dire, mais pas trop longtemps quand même, pour qu'ils ne refroidissent pas, sinon les petits pourraient mourir de froid à l'intérieur de la coquille. Brunette, ce jour-là, avait décidé, avant de manger, de prendre un petit peu l'air sur les branches du tilleul, bien tranquillement. Seulement voilà, Tapi, le jeune chat blanc, en avait décidé autrement. Hélas. Ah non! Mais qu'est-ce qu'il veut faire celui-là? Non, c'est pas possible! Ah, laissez-moi tranquille, le chat, ça suffit! Petit voyou, mal élevé!
Alors Brunette décida de rentrer immédiatement et de se remettre à couver ses petits. Là. Les oies aussi pondaient souvent n'importe où, et cela prenait beaucoup de temps pour retrouver leurs œufs. Et puis, ces oies ne sont vraiment pas de très bonnes mères. Il leur arrive fréquemment d'oublier leurs petits dans la nature. Alors, la fermière donne leurs œufs à couver par des poules qui les acceptent. Et cela offre un spectacle très rigolo. Regardez cette poule, c'est Roussette. Elle était entourée de bébés d'oies, des oisons qu'elle a fait naître. Ils sont déjà presque aussi gros qu'elle, quelques jours seulement après leur naissance. C'est vraiment amusant, non? Certains bébés avaient une grosse envie de dormir. Il fallait les laisser bien tranquilles. Pom 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 pom, bonne nuit les petits. Ah, mes enfants, c'étaient les moments les plus jolis de l'année, ces jours d'été où les bébés naissaient un peu partout dans la nature comme à la ferme. Et dans la glycine, contre le mur de l'étable, les parents chardonnerets avaient mis au monde 4 petits. Oh non, n'ayez pas peur, Mistinguett la chatte n'allait pas vers le nid pour manger ses petits oiseaux. Non, non, c'est parce que Moustique, son chaton, était bien embêté pour sa première tentative de grimpette à l'échelle du grenier. Oh, il y aurait bien quelques petites améliorations de style à apporter dans l'avenir, mais ce n'était déjà pas si mal, devait penser le pigeon. Ouf, eh bien voilà. Il faut reconnaître que l'étable est un milieu très habité et convoité par beaucoup d'animaux. Prenez le premier étage, par exemple. Il était occupé, comme chaque année à cette époque, par les hirondelles qui nous venaient d'Afrique. Et comme d'habitude, elles avaient accroché leur nid de boue séchée aux poutres du plafond, bien à l'abri des chats. Il y avait bien là une bonne dizaine de couples locataires de cet étage et tout le monde s'entendait à peu près bien. Parfait. Continuons la visite. Au rez-de-chaussée, dans de petites boîtes fixées au mur par les fermiers, les pigeons coulaient des jours heureux en famille. Une famille qui allait bientôt s'agrandir d'ailleurs. Regardez-moi ça. Le père était très excité et marchait de long en large devant les lucarnes de l'étable. Arrête de t'énerver comme ça, un peu de patience. Bon, eh bien puisque c'est comme ça, moi je vais faire un tour et prends la place si tu veux, semblait dire la mère pigeon. C'est juste au-dessus que d'autres petits étaient nés la semaine d'avant. Et pas question de sortir quand on n'a pas encore tout son duvet sur le dos. C'est un coup à attraper la grippe, ça. Ah, la douce maman était de retour, prête à se remettre sur ses œufs pour 17 jours. Ici le calme, ailleurs la bagarre. Une mère pigeon qui ne supportait pas que l'on s'approche trop près de ses petits attaquait bec et ongles ses voisins trop curieux. Elle avait raison, cette maman, car parfois certains individus, pourtant de la même espèce, ne supportent pas la présence de nouveau-nés qui ne leur appartiennent pas. Et leur jalousie peut aller jusqu'à tuer les petits d'un autre couple. Pendant ce temps-là, il se passait quelque chose de très important
dans la grange à foin. Cela faisait plusieurs fois que François voyait la canne entrer et sortir par un trou entre deux grosses bottes de paille. Et il se doutait bien qu'un heureux événement se préparait. Magnifique! Regardez-moi ça! 13 petits canetons qui allaient naître. Et ça y était, ça commençait. Oui, le premier venait de sortir une aile de sa coquille. Ah, c'est toujours une aile qui sort en premier d'ailleurs. Car déjà, dès les toutes premières heures de la vie, il faut lutter et se débrouiller. C'est pas tout simple pour un bébé caneton de casser, de forcer cette coquille qui est très épaisse. Plus épaisse que celle des œufs de poule ou de pintade. Allez petits, du courage, ce n'est pas encore fini. Et puis, c'est le temps des câlins et de la connaissance. À la naissance, les canetons sont recouverts de duvet jaune ou noir, des petits poils très doux, en attendant que les plumes leur poussent sur le dos. Bientôt midi, et dans les prés, eh bien mon Dieu, c'était la belle vie. On profitait de cette belle journée d'été, de l'herbe bien grasse et des petits oiseaux, tout ça, tout ça. Les grands bébés veaux se laissaient câliner par leur mère avec un évident plaisir. Les plus petits, eux, suivaient leur chère maman comme leur ombre, pour ne rater aucune occasion d'attraper un pis de sa mamelle. Quant aux adultes qui étaient seuls, ils se livraient bien tranquillement à la joie de la rumination. Pardon? Qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est très simple. Quand les vaches se reposent, elles font remonter de leur estomac vers la bouche l'herbe qu'elles ont mangée et avalée auparavant. Et maintenant, elles écrasaient et broyaient cette sorte de bouillie venue de leur ventre. Allez, mesdames, en cadence, attention. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Bien, on vous laisse continuer sans nous. Près de sa mère, l'un des jumeaux avait trouvé le bon moment pour se jeter sur sa nourriture. La pauvre vache ne pouvait s'arrêter seulement pour quelques secondes sans que l'un de ces deux gourmands en profitât pour la téter. Pas une minute de répit et presque plus de lait dans la mamelle. Eh bien tant pis, cela n'empêchait pas celui-ci de donner de violents coups de tête pour faire descendre le peu de lait qu'il restait. Et qu'est-ce qu'il me fait l'autre là? C'est encore à moi. Eh oui, il faut savoir partager. Chez les pintades, les bébés avaient décidé de naître ce jour-là aussi. Jour béni de la venue au monde de tous ces petits êtres qui venaient agrandir la belle famille des animaux de la ferme. Comme les petits des poules, des canards, des oies, etc., les poussins pintados ont à la naissance sur le bec une espèce de petite corne très dure qui leur permet de casser un morceau de coquille pour sortir ensuite de leur œuf. Un peu plus tard, cette sorte de petite corne tombera. Il y a très longtemps, il n'y avait pas de pintade en France. Elle vivait exclusivement en Afrique. Il y en a d'ailleurs toujours beaucoup là-bas, mais elles sont sauvages. Vous vous rendez compte, il y a 2500 ans que la pintade est arrivée en France. Et maintenant, on en voit dans toutes les fermes comme celle-ci.
Quelques jours auparavant, la grosse truie, la femelle du cochon, avait, elle aussi, mis au monde 9 petits porcelets tout mignons et tout roses. Elle avait mis 110 jours à les fabriquer dans son ventre. À peine ces petits avaient-ils les yeux ouverts qu'il leur fallait chacun se bagarrer pour atteindre les meilleures tétines, celles qui donnaient le plus de lait. Mais hélas, tous n'avaient pas la même force pour avoir, en se battant, cette tétine tant désirée. Alors, les plus faibles laissaient leur place et ne grandissaient pas bien vite. Parfois même, certains mouraient. Enfin, ici, toute la famille profitait bien et se portait comme un charme. Devenus grands, ces petits cochons mangeront de tout. Aussi bien des graines, des fruits, des racines qu'ils trouveront en fouillant la terre avec leur museau, qu'on appelle le groin, que des petits animaux, des restes de fromage ou de beurre. Il était 3 heures de l'après-midi. Et dehors, le soleil, lourd comme du plomb, écrasait la cour de la ferme et ses habitants. Il faisait si chaud que la plupart des animaux avaient choisi de faire la sieste, de boire ou de se reposer de toute façon en essayant de faire le moins de gestes possible. Et ces mouches qui se posent pour aspirer la transpiration des pauvres animaux. Oh. Et ces insupportables thons, gros insectes piqueurs qui reviennent sans arrêt sucer le sang des vaches et des veaux. Mais comment se débarrasser de ces sales bêtes qui font mal? En jetant de la poussière, en remuant tête et queue, bien sûr. Mais ils reviennent toujours. Il faisait si chaud donc que le moindre petit coin de fraîcheur était très recherché. Tapi, le petit chat, n'avait trouvé pour se rafraîchir qu'un espace étroit entre le mur et le buffet de la cuisine. Mais là au moins, il n'avait pas trop chaud. Les fermiers, eux, n'avaient fait qu'une toute petite pause, car il ne fallait surtout pas prendre de retard dans le travail. Et puis, partout, on se réveilla petit à petit. La vie retrouvait son rythme normal.
redonnait un peu de foin au biquet, toujours affamé. Les gros agneaux avaient une petite faim également. Les orgueilleux dindons faisaient la roue devant leurs dames les dindes. On changeait de maison les petits cochons, car d'autres naissances étaient attendues à la porcherie dans les prochains jours. Certains de ces porcelets allaient rester enfermés pendant 5 mois pour être engraissés et prendre bien vite du poids. Dans les champs, le blé était bien mûr maintenant, et il ne fallait plus tarder à le moissonner avec ces grosses moissonneuses batteuses. Les fermiers étaient très contents car la récolte était vraiment très bonne cette année. Et tout ce beau grain serait réservé au seul repas des gourmands oiseaux de la basse-cour. Et maintenant, mesdames et messieurs, Moustique le clown va vous faire son numéro. Attention, monsieur Moustique, c'est à vous. Oh là là. Oh, que c'est périlleux tout ça. On applaudit l'artiste. De plus en plus périlleux. Et il recommence. Bravo, bravo, c'est bien mignon tout cela, mais depuis quelques minutes, il se passait quelque chose de bizarre, d'étrange même, dans la cour de la ferme, comme dans les prés environnants. Oui, vraiment curieux. Les animaux étaient nerveux, agités, et ne se comportaient pas comme d'habitude. On aurait dit qu'ils sentaient quelque chose. Oh, il faisait très chaud, bien sûr, mais il y avait à boire pour tout le monde, tous les abreuvoirs étaient remplis. Non, non, ce n'était pas cela qui les dérangeait. Et puis alors les canetons, qui étaient partis en promenade de découverte derrière la porcherie, avaient fait demi-tour. On aurait dit qu'ils avaient peur. Mais oui, mais c'est ça, ils avaient peur. Mais peur de quoi? Ce n'était pourtant pas une heure où ils pouvaient craindre une visite du renard. Non, et puis les poules, elles aussi, auraient peur. Tiens, d'ailleurs, où sont-elles passées les poules? Et ce vent qui se levait d'un seul coup? Ah voilà. Mais c'était ça, un énorme orage qui se levait et qui arrivait à toute vitesse. Et oui, les animaux sentent bien avant les hommes l'arrivée d'un orage et prennent leurs précautions. Allons, dépêchons-nous, mettons-nous à l'abri, car dans quelques instants nous aurons de la pluie. Elle va tout mouiller, tout tremper, torrentielle, elle va dégouliner depuis le haut du ciel, et nous allons subir ces flots sur nos pelages. L'eau va tout envahir et mouiller les plumages, inonder la prairie, la grange et puis l'étable. Cachons-nous, cachons-nous, car elle est redoutable. Mais ce qui nous fait peur, c'est le bruit du tonnerre, et puis venus d'en haut, les terribles éclairs, qui ont l'air de vouloir tout brûler en chemin. Rentrons tous à l'abri, adultes et poussins, laissons tranquillement passer ce bel orage, son tonnerre, ses éclairs et ces affreux nuages.
gros de l'orage était passé. Il fallait s'y attendre à la venue de cet orage. Il avait fait tellement chaud, tellement lourd, que le ciel en avait éclaté. C'était la pluie qui, maintenant, à son tour, empêchait les fermiers de travailler. Frisquette en profitait pour se faire consoler de la grande peur qu'elle avait eue dès les premiers coups de tonnerre. Enfin bref, comme il n'y a pas de place pour les fainéants à la ferme, on continuait à travailler, même sous la pluie. Et apparemment, le bruit de l'orage n'avait pas enlevé leur appétit au lapin. Une poignée de foin pour Arthur, une autre pour Jeannot, une troisième pour Benny. Ces adorables petits rongeurs sont à la fois tellement craintifs et tellement gourmands que quand on leur donne à manger, on peut très bien laisser la grille du clapier ouverte. Ils ne risquent pas de se sauver. Cette grille, en fait, sert simplement à les protéger du renard. Il se passe une chose étonnante avec les lapins. La nuit, ils font des petites crottes de ce qu'ils ont mangé dans la journée pour les avaler aussitôt et les digérer encore une fois. Curieux, non? Ah, encore un détail. Quand les lapereaux naissent, les bébés lapins, ils sont complètement aveugles et tout nus. Ils n'ouvrent les yeux que 7 jours plus tard. Mais les plus heureux dans tout cela étaient les canards qui profitaient de la moindre flaque d'eau formée par la pluie. On devait aussi changer l'eau des abreuvoirs du poulailler, car les poules, en rentrant à toute vitesse se mettre à l'abri, avaient rapporté de la boue entre les doigts de leurs pattes et n'avaient pas manqué, dans leur panique, de mettre les pieds dans le plat, ces grandes dégoûtantes. C'est lourd, non? Ah, comme de paille. Ouais, allez, je m'en doute, c'est pas longtemps. Allez, laisse-la pas échapper, hein. Allez hop, chez le coiffeur, et on ne discute pas. Pas de chance pour les moutons, car les fermiers, qui ne pouvaient travailler dans les champs à cause de la pluie, en avaient profité pour faire à ces paisibles moutons une coupe de cheveux pas piquée des hannetons. Enfin, il ne fallait pas trop se plaindre non plus, car cela faisait 2 ans que ces 12 agneaux n'avaient été tondus. Et ils avaient sur le dos une telle épaisseur de laine, mes enfants, que l'on aurait pu faire un matelas pour 2 personnes avec la laine d'un seul mouton. Ah oui, je sais, c'est plutôt avec une tondeuse électrique que l'on rase aujourd'hui les moutons. Mais les parents de François, qui ne possédaient qu'un petit troupeau, se contentaient d'une paire de ciseaux de tonte à l'ancienne. Alors, ça va là-dessous? Oui? Bon, on continue. Mais ils sont en train de couper la laine à tout le monde. Je préfère me sauver. C'est alors que chacun annonça à sa façon la bonne nouvelle. Le soleil était revenu. Lucien, le coq, poussa le premier cri. Il fut suivi par Maurice, par Gaston, par Eugène et Nestor, par Raoul, par Henri, et même Julius le cheval, qui poussa un long hennissement. Ah, c'est bien joli d'aller faire le zouave tout en haut dans le grenier, mais pour descendre tout seul, c'est une autre paire de manches, hein? François, qui n'écoute que son cœur quand un animal est en détresse, n'avait pas hésité une seconde pour aider Moustique. Attention à l'échelle, qui n'est quand même pas très solide.
La fermière avait bien raison de prendre des précautions. Allez, descends maintenant, descends. Viens. Tiens, prends-le maintenant, mon chat. Pendant ce temps, de l'autre côté de la cour, on avait décidé que c'était l'heure d'aller à la plage, seul ou en famille. Vous allez au bord de la mare, vous aussi? Oui, bien sûr. On y va tous les jours. Et vous vous baignez de quel côté, ma chère? Oh, toujours vers le Saule. J'adore cet endroit et il y a moins de monde. Lorsqu'ils nagent, les canards en profitent pour chercher de la nourriture dans la mare. Et ils plongent leur tête sous l'eau pour cueillir des herbes aquatiques ou attraper des larves d'insectes. Ainsi, certains choisissaient de se faire dorer au soleil, d'autres préféraient nager, c'était selon les goûts. Ah, les bêtes, je vous jure. L'orage avait fait fuir les plus trouillards dans toutes les directions. Et on devait maintenant les rattraper avant la nuit. D'abord, c'étaient 6 petits cochons qui étaient allés se cacher dans le paillet. François et sa mère, autant à 4 pattes que debout, leur couraient après dans des couinements qu'on aurait pu entendre jusqu'à l'autre bout du village. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'attraper un porcelet, mais ça n'est pas vraiment facile. François et sa maman mirent longtemps à attraper tous les petits cochons. Quand les 2 derniers furent enfin pris, il ne restait plus qu'à les rapporter dans la porcherie pour les rendre à leur maman. Mais François et sa mère n'étaient pas au bout de leur peine puisque de l'autre côté de la ferme, un des animaux préférés de François venait aussi de faire des siennes. Julius, qui n'avait pas besoin d'un orage pour faire le fou, s'était sauvé après la pluie, lui, d'abord sur la route et après vers les champs du voisin. Il avait affolé toutes les vaches et pour l'attraper, c'était du sport. Ah, on avait bien mérité un petit coup à boire. La fin de la journée arrivait, et il était grand temps de nettoyer l'abreuvoir des grands animaux. Car pas question de leur donner une eau croupie. On aimait trop les bêtes ici, et on voulait qu'elles soient toujours très bien soignées. Tiens, le revoilà, lui. Allez, hop, fini la cavalcade, Julius. Et au lit de bonheur. Non, mais sans blague. Peut-être l'orage avait-il précipité la naissance du petit veau de la Blanche. En tous les cas, il arrivait maintenant, dans la petite étable réservée aux nouveau-nés. La paille fraîche pour le recevoir était prête depuis plusieurs jours déjà. Il est 7 heures du soir et il fait encore chaud. La fermière doit rentrer ses chèvres et ses chevreaux. Alors, elle s'en vient un brin d'herbe à la bouche, doucement, lentement, quand le soleil se couche. Le ventre bien rempli d'une même herbe tendre, le troupeau va rentrer dans l'ombre pour attendre que l'on tire le lait une seconde fois.
Mais d'abord, on s'arrête à l'abreuvoir. On boit. On salue le taureau qui, là, se désaltère. Un bonsoir aux oisons. Et c'est l'heure dernière d'une belle journée qui doucement s'achève, où chacun flâne encore un petit peu et rêve. Comme beaucoup d'animaux en été, les moutons allaient passer la nuit dehors. Et dans la grande forêt toute proche, Maître Renard commençait à se demander ce qu'il allait bien pouvoir manger ce soir. Oh, remarquez bien, les moutons n'avaient pas grand-chose à craindre. Le renard est quand même plus petit qu'eux, mais... Heureusement, Carlos, le vieux chien de berger au flair infaillible, veillait jour et nuit sur le troupeau en particulier et sur la ferme en général. Ah, le brave et fidèle Carlos. Toujours l'œil grand ouvert, toujours l'oreille aux aguets. Brave et fidèle chien. Il n'avait pas son pareil pour regrouper les vaches, quand François avait pour mission de ramener le troupeau à l'étable à la fin de la journée. Un aboiement par-ci, un petit coup de gueule par-là, et docile, les vaches se remettaient en troupeau. François lui donnait de temps en temps un ordre ou deux, et le chien s'exécutait. De toutes les récompenses que méritait Carlos pour son travail, celle qu'il préférait, c'était les caresses de son ami François. Mais François avait encore d'autres travaux à faire. Il fallait regrouper les oies, et puis fermer toutes les portes de la ferme, pour qu'aucun des animaux ne s'échappe pendant la nuit, et pour les protéger du renard. François faisait cela avec beaucoup de sérieux. Il avait réussi à s'approcher des bâtiments de la ferme, ce renard, en faisant un grand tour pour ne pas se faire remarquer. Et il était là maintenant, tout près. La nuit allait tomber sur la campagne d'un instant à l'autre et le monstre serait en place, tapi dans l'obscurité, prêt à bondir sur les poules peut-être. Eh oui, manque de chance, cher renard. Frisquette et Carlos, les chiens, avaient senti ta présence. Allez, allez, retourne d'où tu viens, pas de repas à la ferme pour ce soir. Il était presque minuit dans l'écurie quand la dernière bonne nouvelle de la journée était arrivée. Elle avait bien mal, la Doucette. Elle était la plus vieille du troupeau. Et en avait-elle mis des petits au monde, tous plus beaux les uns que les autres? Ah, ça oui, bien courageuse aussi. Mais ce soir-là, elle voyait sans doute naître son dernier petit.